Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Et avant de commencer cette séance du 6 septembre, alors je vais commencer par excuser deux personnes, deux conseillers, donc Gauthier Lemaître et Didier Eusden, qui sont malades. Donc ils ne seront pas présents ce soir. Et avant de passer au point de l'ordre du jour, comme vous le savez tous, on a suivi les fameuses inondations au mois de juillet. Et comme on est en séance transmise intégralement, je voudrais remercier chaleureusement tout le personnel communal, qui soit administratif, ouvrier ou toute autre personne que je pourrais oublier dans les services communaux, pour le travail qu'ils ont effectué. Je dois dire qu'ils ont été super disponibles, tant pour notre commune et pour les citoyens que par la suite dans les communes voisines où ils ont été vraiment aidés aussi bien à Dolin qu'à Teux et qu'à Teux. Donc là, je voudrais vraiment les remercier. Remercier également, si vous le savez également, on a ouvert la salle à Jalais pour l'accueil de dons. Et puis, vu l'ampleur des dons qu'on recevait, on a dû louer un chapiteau jusqu'au 15 août. 27 août, pardon, encore même plus que le 15. Et là, voilà. Donc, je pense que ces remerciements, c'est vrai que tout le monde, mais ici, je parle bien évidemment au nom du conseil communal, je ne vais pas m'adresser en mon nom propre ou en nom du collège, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important, je pense bien géré par tous les services communaux, quels qu'ils soient, et de façon très professionnelle. Voilà. Je vous remercie. Oui. Je voudrais enchaîner là-dessus pour te rejoindre grandement, sûrement, en disant un message du groupe Choisir Ensemble qui veut souligner avec force, mais aussi le travail extraordinaire des ouvriers communaux pour faire face aux dégâts consécutifs aux inondations. Ils ont travaillé sans ménager leur peine, vous l'avez dit, même parfois pendant leurs jours de congé, sont aussi venus en aide aux communes voisines plus sinistrées que la nôtre. Le groupe associe à cet hommage aussi les membres du personnel du CPAS de Jalais pour les aides sociales aux sinistrés, et notre groupe souligne aussi le rôle majeur du CPAS dans cette gestion de crise. Il convient aussi de mettre en évidence, et vous l'avez dit aussi, le dévouement des nombreux bénévoles de notre commune. Et nous avons aussi une mention spéciale pour ce que nous appellerons l'action citoyenne des bénévoles du lundi, qui aménagent les promenades le long de nos rivières depuis une trentaine d'années maintenant. Et cette fois, elles retroussent leurs manches pour restaurer les ponts et passerelles emportés par les flots, des ouvrages d'art qu'ils avaient eux-mêmes construits. Vu l'importance d'ailleurs de ce chantier, ils sont devenus les bénévoles du lundi et du vendredi. Chapeau à eux. Voilà. Ok, alors, on va allier le geste à la parole. Applaudissons. Nous allons passer au point 1 de l'ordre du jour. C'est une modification budgétaire ordinaire numéro 1 et une modification budgétaire extraordinaire numéro 1 de l'exercice 2021 du CPAS. C'est une prise de connaissance et je passe la parole à Noël. Donc il s'agit d'une prise de connaissance parce que le délai de rigueur de 40 jours pour que le conseil communal l'approuve est dépassé parce que la séance du conseil de l'action sociale a eu lieu le 5 juillet dernier et que pendant la période des vacances, le conseil communal ne se réunit pas sauf urgence. Donc c'est pour moi un devoir d'information, donc c'est à ma demande et le collège était d'accord et en toute transparence on vous informe ce soir parce qu'il y aura une modification budgétaire numéro 2 et vous devez aussi vous demander pourquoi on n'a pas présenté la modification numéro 1. Donc, concernant le service ordinaire, on a noté qu'il n'y a pas d'augmentation d'intervention communale. Il s'agit de l'inscription de toute une série de recettes suite à des subsides exceptionnels dont on a reçu l'information après l'élaboration du budget initial. Il y a donc 5 000 € qui est alloué exclusivement au service de médiation de dette pour des acquisitions de matériel informatique. La prolongation de l'octroi d'une prime temporaire de 50 €
aux bénéficiaires de revenus d'intégration jusqu'au 30 septembre. On n'a pas encore eu de nouvelles sur une prolongation possible. Ceci représente quand même 27 200 € à la modification budgétaire. Et on suivra les informations pour voir s'il y a une prolongation et ça risque d'être inscrit à la modification budgétaire numéro 2. Il y a également 3 323 € de subsides pour le soutien psychologique, 3 323 € de frais de fonctionnement et de personnel et 13 551 € pour soutenir les jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas pu prester du travail étudiant sous forme d'aide financière ponctuelle ciblée. Donc, tous ces subsides sont liés à la crise Covid pour lesquels on va devoir justifier les dépenses s'il y en a. Et il est possible aussi que nous n'utilisions pas tous ces subsides et donc ce sera à suivre. Au service ordinaire, il y a également un prélèvement de 10 000 € pour alimenter le fonds de réserve exceptionnel. Donc, le budget ordinaire initial de 2021 passe de 2 282 629 € à 2 352 142 €. Le masque étouffe. Alors, au service extraordinaire, il y a une diminution de budget prévu pour les examinations du terrain pour lequel on aurait pu enregistrer de dépenses. Et donc, ce crédit passe de 24 000 à 3 274 €. La création d'un article pour les achats informatiques pour l'administration générale au montant de 21 000 €. La création d'un article pour le service de médiation de dette de 5 000 €, également pour les achats informatiques qui sont liés directement au service ordinaire. Et la création d'un article pour l'achat de notre camionnette d'un montant de 4 500 €. Et ça, c'est par défaut d'avoir trouvé des sponsors pour financer un nouveau véhicule. Et donc, il a fallu, je vais en urgence, prendre une décision et faire une proposition d'achat à cette société. Donc, il y a eu ce prélèvement de 10 000 € au service ordinaire pour ces différentes dépenses et de cette manière présenter le budget à l'équilibre. Donc, le budget initial qui était de 24 000 € avec cette modification budgétaire passe à 33 774 €. Tout ceci a été expliqué au long et en large lors du Conseil de l'action sociale pour lequel le groupe de l'opposition a un peu présent. Voilà. Y a-t-il des questions? Je pense que maintenant, si j'ai bien compris, le porte-parole du groupe, c'est Vincent. On n'a pas de questions. Comme dit Joël, les membres de notre groupe qui participent au Conseil d'action sociale nous ont expliqué, en tout cas, les bases de ces discussions-là concernant le budget. Ok. Pareil. Pareil. Bon, donc c'est une prise de connaissance, il n'y a pas de... Le point 2, c'est la création d'une voirie communale dans le cadre de l'urbanisation de parcelles en 7 plots. Éric, je te passe la parole. Oui. Donc nous nous trouvons chemin du bord du Général à Nivesé. Donc on est tout en bas du chemin, parce que à partir de la rue Fernand-Jérôme, si on monte, c'est sur la droite. Il y a en fait 3 parcelles là qui totalisent une superficie de 6 216 mètres carrés. Et il y a un projet pour construire, pour faire un lotissement de 7 lots, 7 parcelles de 800 mètres carrés. Et pour accéder aux différentes parcelles, il y a lieu de créer une voirie. Il y a donc une emprise à faire, puisqu'elle devient la communale, de 614 mètres carrés. Alors, pour le décret voirie impose que, puisque c'est une voirie supplémentaire qui devra s'ajouter à la commune, de passer au conseil communal. Il faut savoir qu'il y a eu une enquête publique concernant cette voirie. Il n'y a eu aucune lettre de réclamation. C'est passé en CCATM. Il n'y a eu aucune remarque à ce propos-là. C'est passé à la zone de secours. Là, c'est favorable, conditionnel. Et nous reprenons les conditions dans la réalisation du projet.
Et au niveau du service communal des travaux, c'est aussi favorable, conditionnel. Il faudra respecter toute une série de conditions, notamment du caniroute. Alors, ici, on vous demande d'approuver les plans, les devis et les descriptions tels que vous les avez découverts dans le dossier, d'approuver la création de la voirie par incorporation d'une emprise, de demander de faire respecter aux promoteurs les conditions émises par la zone de secours, de faire respecter les conditions émises par le service communal, d'imposer aux demandeurs de fournir à l'administration un dossier complet pour un acte de cession qui se passera ici, et de charger le conseil communal de la surveillance et de l'exécution des travaux. Voilà, vous avez découvert dans le dossier de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si vous avez des questions. François, Aucune question. Vincent, Pas de question non plus. on peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est à la zone d'activité économique à Bouquet. Là, je passe la parole à Marc. Comme vous le savez, on a créé une zone d'activité économique à côté de l'atelier rural. Nous avions 9 parcelles mises en vente. Et ici, on demande l'autorisation d'aller passer les actes chez le notaire avec la société ACAR Réalisation. On a vendu le 4, la superficie est de 1105 m². Et l'acquéreur s'engage formellement à donner à ce bien qu'il acquiert une affectation économique. Il y a des questions? Vincent? Pas de question. Aucune question. Aucune question, on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Les points 4 et 5, c'est l'appel à candidature pour le renouvellement du GRD, donc du gestionnaire de réseau au niveau électricité et au niveau du gaz. Comme vous le savez, parce qu'on en a quand même déjà parlé depuis longtemps, ben, voilà, on doit faire un appel à candidature, c'est une volonté européenne et Paris-Journal, donc on doit bien s'y soumettre. Et ici, c'est un appel à candidature. On doit faire un appel à candidature pour voir qui va nous répondre pour venir comme gestionnaire de réseau. Mais je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense, hein, parce que c'est tellement compliqué de changer de gestionnaire de réseau que. Voilà. Mais ce qui n'empêche qu'on a quand même mis pas mal d'exigences et de remarques dans l'appel à candidature pour notamment essayer de pallier aux petites choses qui ne vont pas. Bon, il y a deux grands gestionnaires de réseau. Ben, il y en a qui ont des avantages et des inconvénients là, par rapport à l'autre, etc. Donc, nous autres, on sait par exemple qu'il y a des délais qui sont des fois un petit peu trop longs pour les raccordements des particuliers ou pour les gestions de chantier, c'est pas toujours ça. Donc tout ça, on a inclus ça dans les remarques et dans l'appel à candidature pour essayer de faire changer ces choses. C'est quand même des choses importantes. Par contre, le gestionnaire actuel que nous avons, il a des prix très très concurrentiels par rapport aux autres, etc. Donc il y a du pour et du contre, mais voilà, on a quand même fait des remarques pour ceux qu'on considérait qu'ils n'étaient pas top. Donc voilà, je crois que eux aussi aiment bien savoir quand même ce qui ne va pas chez eux, mais ils le savent, je pense. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là, mais c'est une procédure qui reste plutôt. Oui, on n'avance pas dans ce dossier pour un jour désigner le gestionnaire de risque. Pas de question? Vous avez choisi notre sort, pas de question. Ah ben, on peut voter pour les deux parce que c'est pratiquement la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais à part que c'est un pour l'électricité et l'autre pour le gaz. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un marché public de travaux, c'est un remplacement de la chaufferie à l'école communale de Solvaster. Marc, je te passe la parole. Oui, donc la chaudière de l'école de Solvaster sert également pour l'église, se faisait vieillissante et nous proposons de la remplacer. Au vu des engagements pris par la commune dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous proposons l'installation d'une chaudière à pellet. L'installation comprend la chaudière, le silo de stockage, mais aussi
l'évacuation de la citerne à mazout qui est placée dans la cave de l'école. Le marché est estimé à près de 50 000 €, subsidié à 75% dans le cadre de l'appel à projet POLEC. Mais nous avons l'obligation d'un marché de performance d'une durée de 10 ans. On vous propose de passer le marché avec un procédure de dossier sans publicité. Est-ce des questions? Vincent? Je viens justement de parler des 75% subsidiés dans le cadre de l'appel à projet POLEC. On a déjà discuté de ça sur le côté un petit peu circuit très court et très local de cette chaudière qui pourrait chauffer les écoles, les autres bâtiments publics. Il est clair que là, quand tu parles le terme avec l'obligation d'un marché de performance, ça veut dire que clairement, on n'aurait pas pu proposer quelque chose qui aurait peut-être été un tout petit peu plus écologique en termes de circuit court, mais plus cher au final. J'imagine que tu veux parler éventuellement de l'utilisation de plaquettes. Voilà, oui, c'est ça. Il faut savoir que mettre une chaudière à plaquettes n'est pas nécessairement évident en fait partout. Il faut quand même qu'on ait un besoin en énergie assez important. Et le pellet est plus judicieux dans ce cas aussi. Nous avons des projets de plaquettes, chauffage à plaquettes, ici à l'école HLL. On essaie de mettre au point un projet qu'on fait sur Assar, mais c'est difficile à installer là, parce qu'il y a en effet des silos qui sont quand même très volumineux et la consommation est relativement modeste pour utiliser les plaquettes. On a quand même comme ça aussi un avis d'un conseiller qui nous déconseillait, mais je parie que si dans l'appel à projet ici on met une chaudière à plaquette, on nous le refuse, là, aussi dit. Parce que économiquement, ce n'est pas rentable. Donc il faut quand même une certaine rentabilité. Et pour pouvoir avoir des plaquettes, franchement, il faut vraiment créer des réseaux de chaleur pour que vous justifie un investissement comme celui-là. Donc ça explique bien aussi la raison de ce choix. Ouais. Encore une petite intervention, simplement pour dire qu'on est heureux d'une concrétisation du travail préalable du groupe de pilotage pour la politique locale pour l'énergie et le climat, dans lequel ont participé des habitants de la commune. Grâce à cette adhésion, nous avons bénéficié d'une subvention à hauteur de 75%, témoignant de l'importance d'un travail participatif mêlant l'administration, les élus et les habitants. Cela reste important à nos yeux que ces projets soient intégrés dans une vision d'ensemble de la problématique en matière de production d'énergie. Et tout le monde peut se rendre compte aussi que les travaux qu'on a fait avec ce groupe de pilotage qu'on tient aussi compte des propositions qui ont été faites. C'est quand même assez important parce que ce n'est pas un groupe qui a été créé juste pour obtenir un subside et on suit quand même les recommandations. La teneur des propos participatifs, vous en met en avant évidemment. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est la contribution financière communale au centre culturel de Spajalès-Toulon. Victoria, je te passe la parole là. Merci. Donc pour vous remettre un peu en contexte, nous avions le précédent contrat-programme qui s'étendait des années 2018 à 2022 et qui arrive donc déjà bientôt à sa fin. Ici, un nouveau contrat-programme pour les années 2023 à 2027 est pour le moment en train d'être construit donc avec tous les acteurs du centre culturel Spajalès-Toulon des 3 communes. Ici, c'est une première étape, donc c'est la décision d'une contribution financière, donc de continuer notre partenariat avec le centre culturel qui collabore donc avec toutes les associations qui le souhaitent de la commune au niveau culturel. Donc je pense que ici ce sera à hauteur des 10 000 € indexés. Donc en 2021 on était à 10 774,26 € pour la commune de Jalais. Et je pense qu'ici en plus, suite à cette crise qui a assez durement touché le secteur de la culture, on ne peut évidemment que continuer et que promouvoir leurs actions qui ont donc lieu sur les 3 communes
présente dans ce pacte, je vais dire. Et alors, une nouvelle aussi à annoncer, c'est que donc la FWB, qui devait mettre normalement un montant supplémentaire dans ces centres culturels qui regroupaient plusieurs communes à hauteur de ce que les communes, donc en l'occurrence Éjalais, mettent, c'est-à-dire ces 10 000 euros, sera à partir, et est déjà à partir de 2021 mis. Donc nous aurons 20 000 euros de plus qui seront alloués par la FWB donc pour promouvoir des projets culturels sur les 3 communes et donc la commune de Jalais également. Toutes les questions? Pour le groupe Choisir Ensemble, Jacques pourrait intervenir. Bon, on va passer par là. Je vais intervenir brièvement parce que je risque de me répéter, puisque chaque fois que cette dépense passe au conseil communal, nous votons contre. 10 000 euros indexés, vous l'avez dit, donc bientôt 11 000 par an. Pour les anciens, dont je suis malheureusement, cela dépasse 400 000 anciens francs belges. Alors que notre commune possède déjà un organisme culturel, à savoir le comité culturel de Sarre-Jalais. Qui plus est, et on l'a déjà dit à ce conseil, Jalais est le parent pauvre au sein de ce centre culturel Space Tout le monde Jalais. Ainsi, par exemple, sur 18 membres, le conseil d'administration compte 12 Spadois et seulement 2 Jalétois. Voilà. Cela dit, nous sommes très soucieux aussi du développement, du soutien au développement de la culture dans notre commune et dans notre région, c'est évident, mais pas de cette manière. Je tiens à te répondre. Donc, voilà, je suis assez étonnée donc, que d'un côté tu soutiennes le développement de la culture, mais que tu trouves que 10 000 euros soit une somme trop importante. Voilà, je trouve ça un peu contradictoire. Il y a d'autres moyens, c'est tout. Oui. Et en ce qui concerne les différentes associations qui sont parties prenantes, le centre est évidemment ouvert à d'autres associations, notamment le comité culturel, et d'ailleurs avec lequel nous avons des échanges avec le centre culturel aussi. Moi, je vais peut-être revenir sur certains propos qui ont été tenus. Il faut savoir que le groupe OSE reste favorable à la participation financière apportée par notre commune au futur contrat programme 2023-2027, rédigé. Et pourquoi on est favorable? Parce qu'il est rédigé par les commissions d'orientation des 3 communes. Nous soulignons la participation des représentants de notre commune au conseil d'orientation. Nous accordons toute notre confiance à cette commission qui a rédigé avec succès le contrat programme précédent, qui a vu se concrétiser plusieurs projets concernant la thématique de la ruralité. Alors, on va les citer, on va quand même en citer quelques-uns. Ils sont publics, hein, ils sont dans, je n'ai plus le prospectus, mais voilà. L'enquête auprès de nos agriculteurs, l'exposition de photographies sur leur quotidien à Tiège, les ateliers d'écriture dans nos 4 écoles à partir des photographies, les visites de ferme, le théâtre à l'école, les arbres à parole, récolte des paroles des publics des différents événements, les consultations des habitants sur des projets, les expositions dans les villages d'anciennes cartes postales actuellement pour découvrir l'avant et l'après, 2 projections débats, une pièce de théâtre à Tiège, et je ne suis pas exhaustif. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses qui sont sûrement passées sous radar. Donc, sans revenir sur le soutien, et on ne revient pas ici en plus sur le soutien logistique à des projets menés par les associations jalétoises membres du centre culturel, et il y en a une quinzaine actuellement. C'est fluctuant, donc c'est très compliqué de dire un nombre fixe. Et en plus, toutes ces associations ont leur mot à dire au conseil d'orientation et à l'assemblée générale, puisqu'elles y sont conviées 2 fois l'an. Donc, voilà. Et que la politique menée par le centre culturel est axée sur la participation. Et nous, on constate de notre point de vue que cela fonctionne. Donc évidemment, nous sommes favorables. Très bien, merci. On peut passer au vote? Non. 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 Oui. 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 Et oui. Le point 9, c'est l'Assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale IMIO du 28 septembre 2021. Pardon, j'ai passé là. Ouais. Ah oui, moi, c'est mon ordonnance de police. Oui, absolument bien fait. Ordonnance de police du bourgmestre du 15 juillet 2021 interdisant les comptes jeunesse sur le territoire communal de Jalais jusqu'au 30 juillet 2021. Il est baignable le long des cours d'eau. Et voilà. Elle doit être soumise à votre approbation ou à votre refus. Je passe la parole à qui pour commencer? François? On y va.
Alors nous préférons nous abstenir sur ce point car, de notre point de vue, trop d'interrogations subsistent sur l'orientation prise par l'arrêté. En quelques mots, voici ce qui alimente nos questions. Alors, nous avions envoyé un courriel qui posait des questions relatives à la prise de décision, notamment sur les données et services qui ont guidé votre décision quant à la couverture du territoire et la durée de l'arrêté pris. Donc c'est un courriel qui date du 16 juillet et à ce jour, il est resté sans réponse. Aussi, nous avons pu observer que d'autres communes ont pris des options différentes en matière d'accueil, des mouvements de jeunesse ou d'organisation de stages sur leur territoire. Ces communes leur ont interdit l'accès pour une durée inférieure à la nôtre et ont permis l'accès à des parties limitées de leur territoire non impactées, à distance des cours d'eau. Ainsi, les mouvements de jeunesse de notre commune ont pu partir, les autorités de ces communes ayant procédé au cas par cas. Alors, pour ne pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit, nous comprenons certains aspects des décisions prises, nous reconnaissons pleinement ce qui s'est produit et la charge émotionnelle afférente. Nous comprenons aussi que des mises en garde soient données. Bien, voilà. Moi, si je peux ajouter un petit complément par rapport à ce que vient de dire François, on ne pourra peut-être pas faire aussi l'économie de voir pour les années prochaines le bien fondé de la localisation de certains camps. Et bon, ce qu'on a vécu là au mois de juillet, ça nous a appris une chose, c'est qu'on ne gère pas la nature, et quand elle reprend ses doigts, on peut être en grosse difficulté. Je pense que par rapport à Pierre-François et ce qu'il disait sur le cas par cas, il est vrai qu'il aurait peut-être été de notre point de vue judicieux de pouvoir peut-être, comment vais-je dire, ne pas globaliser toutes les demandes, et peut-être que certaines auraient été plus recevables que d'autres. On comprend également le fait que les motivations que tu avais étaient tout à fait objectives, dans le sens où, évidemment, si un enfant venait avoir un problème sur un camp et que des véhicules d'intervention ne pouvaient pas y accéder, cela pourrait poser effectivement des problèmes. On se dit juste qu'au niveau de la localisation de certains camps pour les années à venir, il va peut-être falloir mener une réflexion, peut-être de se dire il y a quand même des endroits qui sont peut-être plus dangereux que d'autres, et que dès lors, voilà, peut-être qu'il y a une réflexion menée là-dessus. Tout à fait, vous savez, on a parlé brièvement, enfin on a remercié tout à l'heure toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont participé, etc. Mais je vous assure bien que les 5, la première semaine, jusqu'à la fin de la première semaine des inondations, il ne faut quand même pas oublier que les 2 premières nuits, on a été vraiment les premières communes à devoir évacuer des camps scouts. La première nuit où il a commencé à pleuvoir. On les a évacués pendant la nuit, on a dû ouvrir une école, on a dû ouvrir une salle, etc. On a, heureusement, il n'y a eu pas de blessés dans les scouts, etc. Ça s'est bien passé. Tout le monde a répondu présent, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le CPAS, avec les assistantes sociales, etc. Et le lendemain, et là je vais la remercier parce que c'est vrai que je n'ai pas fait tout à l'heure, mais avec la Maison des Jeunes de Saintes qui nous ont prêté généreusement leur petite camionnette avec Madame Erco qui l'a pilotée pendant toute la journée de 7h30 du matin jusqu'à, on va dire 19h, peut-être quelque chose comme ça, et elle a été disponible jusqu'à même 20h. On a évacué, je pense, 400 à 500 jeunes des camps scouts. Pourquoi est-ce qu'on les a évacués? Parce que dans Jalais, je suppose que vous l'avez vu, nous avons le record absolu de pluviosité dans toutes les communes de Belgique et même encore au-delà. On a atteint 281 mm d'eau sur 48 heures. C'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc de l'eau, il y en avait partout. Je pense qu'à ce moment-là, il était impossible de dire là il n'y en a pas plus, là d'ailleurs. On le voit très bien maintenant dans les dégâts que l'on peut constater dans la commune de Jalais. Il y a des dégâts partout. Il n'y a pas un coin de la commune où il n'y a pas des dégâts. Mais on a des dégâts pour je vous assure, des centaines de milliers d'euros et on n'aura pas
une année de travaux par le service de travaux pour refaire les voiries dans les forêts et dans nos chemins agricoles, ce ne sera pas suffisant. On n'y arrivera pas. Ce n'est pas une question de finance, c'est une question de temps. Il y a tellement des dizaines de kilomètres à refaire, et ce n'est pas des petits ravinements comme ça, c'est des ravinements parfois de 50 cm, voire 1 mètre. Donc là, quand on me dit qu'il aurait peut-être fallu prendre cas par cas pour un petit peu voir à quel endroit, je ne sais pas si vous imaginez le travail que c'est d'abord d'aller chercher tous ces jeunes qui étaient dans un premier temps évacués, le lendemain évacuer les grands scouts, mais également évacuer des citoyens qui se trouvaient dans des zones qui ont été inondées avec 3 chalets qui ont disparu, on a dû loger des personnes. Et après, donc on va laisser passer les jours comme ça, donc des personnes, il y en a qui étaient relogées, il y en a qu'on a dû continuer à reloger. On a accompagné les personnes qu'on avait relogées pour aller voir si le relogement existait encore, il y avait des chalets partis. Voilà, vous voyez l'état des personnes qui n'ont plus de maison, etc. Et vous dites qu'il aurait fallu qu'on se pose la question d'aller analyser tous les grands scouts qui allaient encore peut-être venir, voir si le terrain avait été inondé, s'il n'y avait pas des pierres, s'il n'y avait pas des arbres dans les terrains, s'il n'y avait pas... Je crois que il ne faut pas demander l'impossible. Maintenant, d'accord, c'est parce que nous on a dit, le proposé n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Si, vous me dites que je on dois a prendre dit... cas par cas. Mais non, Je laissez-moi continuer, je ne vous ai je pas interrompu. je ne vous ai pas interrompu. Merci. Je ne vous ai pas interrompu. J'aime pas qu'on fasse dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je crois qu'on m'a dit que j'aurais dû prendre par cas pour décider. C'est pour ça que je voulais bien lire la partie texte où je le dis. Parce que j'ai pas dit ça. C'est pas ça qu'on a dit. Et nous, si on était contre ou très contre, on a dit qu'on n'avait pas les informations, c'était compliqué, qu'on n'en avait demandé, qu'on n'en avait pas reçu, et donc on s'abstenait. On n'a jamais rien nié de toute la problématique. C'est tout. Voilà. Et ça, je préfère qu'on entende ce message-là qu'aller dire, mais attention, vous avez dit que vous étiez. Non, c'est pas ce qu'on a dit. J'aime mieux que ce soit clair entre nous. Je crois qu'un message clair passe beaucoup mieux. Et si on avait été contre, on aurait voté contre. Donc nous, on s'est abstenu parce qu'on n'a pas l'information pour pouvoir se faire une idée claire. Peut-être avec le recul, maintenant, c'est peut-être plus possible. Mais ici, on vote quelque chose qui est écrit à un instant T, avec des informations qui sont venues de partout. Oui. Et donc, voilà. Donc, je peux vous dire qu'à l'instant T, il fallait... Parce qu'on était à une charnière où il y avait des gens qui allaient bientôt arriver. On était le 13 au début des inondations. Le vendredi, il y en a qui partaient, il y en a qui allaient devoir revenir. Il fallait prendre une décision. La décision, voilà, je l'ai prise, on a pu en arrêter, comme l'ont fait d'autres communes également. Il y en a qui l'ont fait partiellement, totalement, etc. Mais franchement, il y avait... Moi, je ne voulais pas. Et en plus, je n'ai pas interdit tous les camps. Je les ai annulés pour une période, jusqu'au 31 juillet. Pourquoi le 31 juillet? Parce qu'il fallait laisser le temps à tout le monde. Et comme tu l'as souligné, Vincent, je pense aussi que dans la réflexion de prendre un arrêté comme ça, il faut s'imaginer que si jamais, mais je parle avec un si, mais quand on prend une décision comme ça, on ne la prend pas à la légère. C'est une décision importante. Mais il faut aussi savoir que c'est un arrêté du bourgmestre, une ordonnance de police, c'est la sécurité qu'on doit assurer. Et ici, on allait peut-être laisser venir des enfants sur le territoire et on ne pouvait pas assurer une sécurité totale. Parce que d'abord, les services de secours étaient employés partout ailleurs, les services de police également, et imaginez, je dis, ce n'est que de l'imagination, mais une intoxication alimentaire dans un camp ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment on aurait pu disposer des services de secours comme de façon normale, parce que tout le monde a été submergé, tous les services de secours, de police, etc. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai pris, et je ne le regrette pas, et si je devais le refaire, je le referais encore de la même façon, parce qu'on n'a pas le temps non plus de voir d'abord tout ce qui pourrait éventuellement, toutes les personnes, voir tout analyser. À un moment donné, il faut se dire, voilà, on ne sait pas assurer une sécurité optimale des enfants qui vont venir sur notre territoire parce qu'on n'a pas le temps matériel, le temps humain pour aller visiter tous les endroits où il y a des camps, pour voir si tout est parfait. Et là, je rejoins Vincent parce qu'on en a déjà
on a eu la réflexion entre nous aussi avec tout le groupe, etc. Je crois qu'il va falloir se poser des questions, comme tu dis, de certains endroits. Faut-il encore accueillir des enfants à ces endroits-là où on est en bordure de rivières qui débordent régulièrement et où on doit évacuer des camps. Et on a déjà interdit certains terrains où il y a déjà eu des évacuations en 2015 notamment, parce qu'il n'y avait pas d'accès quand l'eau monte, mais ça va très vite. Quand on va rechercher, parce que j'y suis allé, donc je sais ce que c'est, rechercher des enfants en pleine nuit, quand il pleut, quand leur camp s'est effondré, et que l'eau monte, et il restait ça pour pouvoir les évacuer avec le pont, puis après on ne savait plus y aller. Ben, je vous assure que moi je n'ai pas hésité après à dire oh, stop, on temporise pendant 15 jours, à Caen, pendant 15 jours, je crois. Mais voilà, vous pouvez vous abstenir, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais on ça juste pour préciser notre pensée, ça ne veut pas dire que les camps ne pourront plus avoir lieu sur Jalais dans le futur. Bien évidemment, c'est parce qu'on c'est évident que ce qu'on pense, c'est peut-être qu'il faut peut-être vérifier les endroits de manière à ce qu'on soit plus tranquille par rapport aux jeunes. Voilà, on verra bien. Il faut pas agir en précipitation, mais il ne faut pas non plus trop traîner parce que, comme vous le savez, les camps scouts, ils réservent très très longtemps en avance. Oui, tout à fait. Voilà, on va comprendre. À se poser les bonnes questions. Voilà, est-ce qu'on peut passer au vote? Ouais, je sais, mais avant que nous passions au vote, je voudrais prendre la parole au sujet. C'est pas dans mes habitudes et je ne l'ai pas encore fait depuis le début de la mandature, mais je pense que je prendrai une décision différente cette fois-ci. C'est-à-dire que j'ai été chef d'unité moi-même pendant des années. Je sais ce que j'ai vécu, des événements dramatiques, parfois avec j'ai vécu le décès d'un enfant. Je sais qu'on peut être parfois dans des situations terriblement compliquées, lors du camp, lors de l'activité de mouvement de scout. Je pense aussi que si on est tous ici à faire de la politique communale, à notre petit niveau ou plus grand niveau selon les personnes, c'est que on a quand même une forme d'humanité en nous qui veut que les choses aillent bien, qui veut qu'on préserve les gens, qu'on y fasse attention et qu'on prenne les bonnes décisions. Alors, moi je suis de ceux qui pensent que, même si c'était le cas, ce n'était pas le cas en l'occurrence, je préférerais une mauvaise décision prise dans le but de préserver des gens dans un moment de crise en me disant on fait ce qu'on peut, on réfléchit, on est dans le moment T dont on a parlé, on prend une décision. Et moi j'ai le sentiment, c'est pour ça qu'ici je vais me retirer, je vais prendre ma décision, mais je vais me retirer à titre personnel du débat politique à ce sujet-là. C'est-à-dire que pour moi ce n'est pas une décision politique. Je pense qu'on a des hommes et des femmes qui sont en charge de la commune. On est tous ici des femmes et des hommes qui représentent notre commune et notre population. Et je pense que dans des moments de crise, chacune prend des décisions qu'il et elle estiment être la meilleure ou les meilleures pour la population. Je pense à titre personnel que la décision de Michel, ta décision Michel et la décision du collège, en tout cas ta décision en tant que bourgmestre de mettre un terme au camp de manière temporaire, je pense qu'elle est judicieuse, je pense qu'elle est humaine, je pense qu'elle est compréhensible. Et je souhaite donc à titre personnel, comme je l'ai dit en commençant, je ne l'ai pas encore fait depuis le début de la mandature, mais je voterai différemment de mon groupe cette fois-ci. Je vous rejoindrai dans la prise de décision, je voterai oui. Voilà. Abstention. Abstention. Oui. 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 Et oui, merci. Ouais, suivant, Assemblée Générale Extraordinaire de l'Intercommunale Imio du 28 septembre 2021, on doit approuver les points de l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières sur les points de l'ordre du jour. Bon, on peut passer au vote. Ah oui. 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 Et oui. Pardon. Ben voilà, l'ordre du jour de la séance est terminé. Je n'ai pas d'informations ni de questions particulières, donc je suis
on est à votre disposition pour des questions éventuelles. Vincent? Oui, ben, nous en avons plusieurs. Donc on a une première question qui concerne plutôt les choix des sports. Michel, c'est une question qui vise à l'installation et à l'achat éventuel par la commune de détecteurs de CO2 pour les clubs sportifs et les ASBL organisatrices d'événements. C'est une question qui fait suite à l'apparition de l'arrêté ministériel sur les détecteurs de CO2 paru le 1er septembre. Donc en fait, un nouvel arrêté ministériel est sorti ce 28 juillet. Dans celui-ci, il est indiqué qu'à partir du 1er septembre, dans les espaces clos communs des établissements relevant du secteur sportif ainsi que dans les espaces clos des établissements relevant du secteur événementiel, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air CO2 est obligatoire et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité d'air, la norme cible c'est 900 ppm particules par million de CO2. Au-dessus de ces 900 particules par million, l'exploitant devra disposer d'un plan d'action pour garantir les mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. L'association d'établissements sportifs rappelle dans sa dernière newsletter que chaque espace commun où plusieurs personnes se regroupent sans masque pour une durée supérieure à 15 minutes pour pratiquer une activité sportive ou se changer, exemple des vestiaires, doit être équipé d'un CO2 mètre. Notre question ici, c'est de savoir si la commune compte apporter une aide financière aux clubs foot, tennis de table et autres, ainsi qu'aux jeunesses des villages, comme cela a été le cas suite à la demande des subventions pour les indépendants jalettois et sartois déposée par le groupe Choisir Ensemble. C'est-à-dire que ici on a prévu un remboursement jusqu'à concurrence de 100 € par détecteur de CO2. Et voilà, donc les clubs qui achètent leur détecteur remettent la facture ici jusqu'à concurrence de 100 €, ils sont remboursés. Et je peux vous dire que j'ai l'expérience personnelle d'avoir acheté un détecteur pour le football, c'est 60,50 € le détecteur. Okay. Donc, oui, on a déjà eu quelques-uns des détecteurs remboursés. Par contre, je n'ai pas encore vu la note qui prévoit les détecteurs dans les vestiaires. On a reçu une note de la CFF, en tout cas qui prévoit dans les cafétérias, ça c'est sûr et certain, mais qui devait poser la question pour les vestiaires. Et ça, c'était pas encore officiel qu'il fallait un dans chaque vestiaire. Mais on n'a pas encore reçu la note officielle pour ça. Maintenant, ça change rien. Bon, c'est encore dans le vestiaire, pour les gens peuvent aller chercher et ils seront remboursés. Je ne dis pas pour 1, pour 2, pour 3. Donc, il n'y a pas de nombre défini. La réponse est satisfaite. Merci. Peut-être passer la parole, parce que j'en ai d'autres. Non, vas-y, continue. Ça concerne encore une fois, Michel, les recommandations spécifiques relatives aux douches pour les clubs sportifs. Donc dans de nombreuses infrastructures sportives, mais cela vaut peut-être également pour les écoles, les douches n'ont plus été utilisées depuis plusieurs mois. Et donc de l'eau stagnante dans les canalisations peut entraîner l'apparition de bactéries telles la légionellose. L'association des établissements sportifs, pour une fois l'AES, a émis une recommandation. L'usage à l'attention des propriétaires et gestionnaires d'infrastructures sportives, dont les principales sont, avant d'ouvrir les douches au public, il est indispensable de procéder à une purge des canalisations et de faire couler l'eau pendant un certain nombre de minutes à une température élevée. Et également conseiller de faire analyser un échantillon de cette eau par un laboratoire accrédité pour agréer à la suite de cette opération. Est-ce que vous avez communiqué ces recommandations au club avant la reprise des matchs et des entraînements? Non, parce que tous les clubs ont reçu la même note que nous on a reçu sur le football. Tous les clubs qui sont reconnus de la Fédération universelle ont reçu tous cette note-là en disant qu'il fallait d'abord purger le tuyau, laisser couler pendant le temps que c'est 5 minutes, l'eau chaude, et encore 2-3 recommandations. Mais quand tu parles de faire analyser un échantillon, c'est une recommandation. C'est une recommandation. C'est une recommandation. On a tous reçu, tous les clubs sportifs ont reçu des conseils, des recommandations. À titre d'information, pour un test qui te dit oui ou non, y a-t-il la bactérie légionellose dans l'eau, ça coûte 48 € pour un test qui est, on peut avoir le résultat en 24 heures. Maintenant, pour une analyse plus poussée, là c'est plus cher.
Mais bon, quand tu sais qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas besoin de faire une analyse plus poussée. Je voulais juste le dire pour à l'attention des clubs. Je n'avais pas l'info, mais nous n'avions pas l'info, mais ok, super. S'ils l'ont reçu, c'est les raisons aussi, mais je pense que les autres, on va faire nous, on va faire ici, je pense que les clubs vont faire. Ça vaut aussi pour les écoles, Eric, est-ce que tout ça, ça a été, j'imagine, aussi. Oui, mais il faut savoir que les douches dans les écoles ne sont pas utilisées. Parce que les horaires, l'utilisation des salles fait qu'on n'utilise pas les douches. Non, c'est sûr que si on devait utiliser, ce serait fait. Par contre, peut-être qu'il y a des clubs de gymnastique qui utilisent la salle de l'école communale, d'autres qui pourraient peut-être, elles ou eux, prendre une douche. J'ai juste ça à titre d'information, j'en sais rien. Ouais, merci pour la réponse, Michel. Je peux passer une fois là. Dans des questions peut-être? Oui, vous avez envoyé une question relative à l'opération de développement rural. Non. Ah, vous voyez pas, bon, bref. Je vais quand même la poser au cas où. Ah, de toute façon, ça ne... simplement savoir où on était. Non, la réponse, on l'avait voulu la poser par écrit. Donc s'il n'y a pas de réponse ce soir, c'est pas grave non plus. Envoyez-le sur ce chat. Bon, alors on peut la renvoyer Vas-y, comme on veut. Donc c'était simplement pour savoir où en était l'opération de développement rural actuellement et surtout si on avait planifié une reprise et la suite des opérations à effectuer étant donné qu'on a un assouplissement des conditions sanitaires actuelles. Oui, écoute, je suis pratiquement sûr et certain que la Fondation rurale de Wallonie va venir vers nous. Mais il n'y a pas, la première réunion n'a pas encore été planifiée parce que sinon on va avertir tout le monde, mais ça va prendre. C'est parce qu'on a eu des questions relatives à ça. Oui, mais ça va. Bon, ce sera. La CLD est en cours. Ça va se poursuivre. Hein. Il serait temps d'ailleurs, hein, parce que. Donc, le temps. Voilà. Une autre? Si j'avais une autre. Après, je repasserai. Une autre relative à l'enquête sur la gestion des risques d'inondation qui est en cours depuis le 3 mai 2021. Et c'était pour savoir si l'administration y avait répondu ou si, au vu des événements, il y avait eu un report de date pour la réponse. Pour les autres inondables? Oui. Donc ça, il faut peut-être qu'on regarde. Ça va. On regarde. Les enquêtes, on ramasse un rappel. Et avec tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que je demandais si éventuellement il y avait eu un report de date au vu de ce qui s'est passé, puisque l'enquête a commencé le 3 mai, il n'avait quand même pas prévu ce qui allait se passer. Ça ne me dit rien. Ça va, ok, merci. Jacques, je vois que les besoins. Juste une simple information, c'est pas une question, c'est une simple information. Cet été, j'ai eu l'occasion de rencontrer, après les inondations, le maire de Nolay, notre commune jumelée en Bourgogne, et il a été fortement impressionné par les images qu'il a vues à la télévision, etc., concernant les inondations dans la région, dans sa région, et dans notre région, surtout dans la nôtre. Oui. Et alors, en fait, il aimerait savoir comment sa commune pourrait venir en aide à la nôtre. Je ne demande pas qu'on traite de cela maintenant en séance publique, hein, mais je pense que ça peut faire l'objet peut-être d'une réunion du comité communal de jumelage pour avoir un échange à ce propos-là. Nous avons déjà eu un petit échange, le bourgmestre et moi-même, sur ce point, mais on pourrait revenir au sein d'un comité de jumelage. Oui, bien évidemment, on organisera ça. Oui, parce que ce n'est pas une décision qu'on doit prendre ni toi ni moi, c'est le comité de jumelage. Absolument. Qui doit se pencher là-dessus. Exactement. Non, sans aucun problème. Pas d'autres questions? Si, moi j'en ai Non, une question, on a posé. Donc c'est une intervention qui est relative aux inondations. Donc depuis 2014, nous vivons des épisodes d'inondations de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochés. Nous avons recensé dans notre région des inondations en 2014, 2 fois en 2016, en 2017, en 2020 et enfin en juillet 2021. D'instinct, on pense de suite au réseau d'égouttage, évidemment, dont le rôle est d'absorber au mieux ces arrivées à promptu d'eau. Celui-ci devrait peut-être faire, c'est une question qu'on pose, l'objet d'un cadastre qui permettrait de cibler les situations de faiblesse et de voir comment les améliorer. Cela, évidemment, nécessiterait, nous en sommes bien conscients, des moyens financiers considérables que la commune n'a peut-être pas. C'est un constat, dans beaucoup de communes, et jamais n'échappe pas à la règle, la demande en permis de bâtir est en constante augmentation. Il nous paraît dès lors indispensable d'établir une politique d'urbanisme visant à contrôler au mieux cette densification de logements.
Nous devons mener une politique d'urbanisation qui doit prendre en compte ces nouveaux phénomènes météorologiques qui seront malheureusement de plus en plus fréquents, notamment peut-être en diminuant l'impact provoqué par l'imperméabilisation des sols. À l'avenir, il faudra il faudra être beaucoup plus attentif peut-être et permettre une filtration et une entrée des eaux dans la terre sans devoir ramener le tout à l'égout. Et donc de créer un afflux massif d'eau qui générera des inondations dans les communes situées en fond de vallon. Un exemple, le fait d'autoriser par dérogation, ou peut-être de ne pas sanctionner lourdement des citoyens qui, sans autorisation préalable, réaliseraient des allées asphaltées, ne participerait pas, à notre estime, à endiguer le phénomène de ruissellement, mais au contraire, participerait à l'accentuer. Ne serait-il pas souhaitable, au contraire, de mener une politique qui tendrait à désimperméabiliser les sols, plutôt que de créer des grandes zones bitumées qui stockent l'eau en grande quantité et de manière très rapide, et fait que l'eau n'a d'autre choix que de s'écouler via le réseau d'égouttage. Je pense en particulier aux parkings, des parkings comme on peut trouver à Solwasder ou ailleurs. Il y a des endroits où les parkings sont bien évidemment obligatoires. Nous avons tous tendance à oublier que nous vivons sur un sol vivant et que tous ces projets d'urbanisation ne lui permettent plus de jouer un rôle d'éponge ni de drainer les eaux comme il le devrait. La commune ne peut bien sûr pas répondre seule à cette problématique, mais elle y joue un rôle majeur. Il nous paraît évident qu'il faut mettre en place une approche plurielle et combiner de différentes approches. La commune est un des premiers acteurs via, c'est peut-être déjà le cas maintenant, une obligation par exemple, et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être déjà le cas maintenant, d'installation de citernes de pluie dans chaque nouvelle habitation. La création de zones de stockage temporaire d'eau à des endroits ciblés, qui pourraient être des endroits où on a rencontré des problèmes. La maîtrise également de la végétation à travers la création de haies qui participent également à la captation de l'eau. La DNF a également, à notre estime, un rôle important à jouer dans la gestion des autorisations de mise à blanc des grandes parcelles forestières sur les bassins versants, parce que ça peut participer au phénomène de ruissellement. La région wallonne, qui via la création d'une cellule GISER, fournit un appui aux communes pour la gestion et la prévention des risques d'inondation par ruissellement. L'objectif de cette intervention n'est pas du tout de tirer un boulet rouge sur le collège, parce que nous sommes conscients que vous avez fait votre maximum dans cette gestion de crise, mais de soutenir dans sa politique d'urbanisation raisonnée et de plaider pour une collaboration accrue avec l'ensemble des intervenants au niveau environnemental, car ça s'avère indispensable pour gérer cette problématique. Voilà, ça s'adressait plus à Eric. Je vais passer la parole à Eric. Je sens qu'il y a beaucoup de questions dedans. Je vais passer la parole à Eric, mais tout ce que tu as dit, je vais passer la parole parce que Eric va t'expliquer que tout ça est déjà bien en route depuis un certain temps dans tous les permis d'urbanisme. Et on impose même encore un petit peu plus que ce qu'on doit faire normalement ici à la Côte. Que la région wallonne ne nous impose pas, mais nous autres on impose dans certains coins des citernes tampons, etc. Et la perméabilité des eaux de toiture et tout ça, maintenant ne peuvent plus aller dans les égouts. Mais Eric, je te passe la parole, il va t'expliquer ça en deux temps. Oui, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a énormément de choses à faire. C'est évident que l'artificialisation des sols, ça crée des problèmes, mais il faut savoir qu'il y a toute une série d'outils qui sont déjà, comme Michel l'a dit, effectifs actuellement. Tu as parlé là, c'est la cellule GISER, qui est systématiquement consultée dans chaque dossier et qui donne son avis pour protéger la maison, mais aussi pour qu'il n'y ait pas des déviations, des ruissellements, etc. Il faut savoir qu'il existe des outils qui sont consultés lors des permis d'urbanisme. C'est par exemple les aléas d'inondation avec des niveaux faibles ou
de risques faibles ou de risques plus importants, et on en tient compte. Au niveau de l'eau, il y a un décret eau où normalement le bâtisseur ne peut pas rejeter son eau, mais il doit l'infiltrer sur son terrain. Et ce n'est qu'en cas de démonstration d'impossibilité de le faire qu'il y a certaines autorisations pour le mettre, pour que les écoulements aillent hors de son terrain. Au niveau des haies, il faut savoir que toute la commune est en zone de haies remarquable et que le DNF est chaque fois consulté aussi, et que c'est même parfois à certains moments un peu excessif, parce que si une portion de 5 mètres de haie, par exemple, doit être arrachée pour permettre un accès, ben le DNF impose sur leur plan 15 ou 20 mètres de haie, etc. Mais donc ça existe. Les allées asphaltées, dans toutes les autorisations de permis que l'on donne pour le moment, les allées doivent être perméables. D'accord. Ok. Donc, on ne peut plus avoir de permis qui sont donnés, sauf cas exceptionnels. Et alors, certains parkings, comme tu prenais l'exemple de Saint-Monastère, mais ça, c'est un parking qui a une vocation publique, je veux dire, pour une activité qui reprend un grand nombre de personnes. Et là, dans certains cas, c'est difficile de faire autrement, une question de sécurité. Donc voilà. Alors, par contre, au niveau des zones à construire, il y a un plan de secteur, hein, et si changer de plan de secteur, ce n'est pas de notre sort, et là, c'est très difficile parce que c'est un problème qui nous poursuit depuis de nombreuses années. C'est un niveau supérieur qui nous dépasse le fait de changer de plan de secteur. Maintenant, s'il y a une zone à bâtir et qui n'est pas dans les conditions pour pouvoir être bâtie, alors là, on refuse, évidemment. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des possibilités de recours, etc. Donc le plan de secteur, c'est effectivement un problème. Voilà. Pas que la commune, effectivement. Maintenant, on est attentif, on a parlé d'une voirie à créer dans un lotissement, un musée. Il faut savoir que le candidat a dû créer sous sa voirie une évacuation de l'eau pour les ruissellements et aussi sur la route, donc de la parcelle jusqu'à l'avenue Ferdinand Giraud, aussi un tuyau qui devra placer suffisamment grand. Voilà. Alors, comme il l'a dit, les sites temporaux, etc., c'est presque systématiquement on l'impose. Sauf cas d'impossibilité. Voilà, maintenant, de quelques points que j'avais notés, peut-être qu'il en reste encore d'autres à discuter. Je veux bien que ce n'est pas la commune qui est le seul acteur dans cette problématique et ces nouveaux phénomènes, et que c'est, comme je disais, quelque chose qu'il va falloir prendre en bras-le-corps avec plusieurs entités, et probablement peut-être que la région wallonne devra aussi réfléchir à certains endroits où il est permis de bâtir, alors que ce qu'on constate, c'est que dans les communes en aval, dans les bassins versants, qui ont récupéré toute cette eau qui était tout à fait hallucinante, on est tous d'accord là-dessus, c'est que cette eau elle a ruisselé, ou en tout cas, on n'était pas prêt, mais qu'il aurait été. On est bien d'accord avec ça, sur le fond. Hein. Si je peux me permettre, Oui. il y a quand même, quand on circule dans les bois, dans les forêts, quand on va sur les sommets de la Pionfanière ici notamment, et qu'on voit l'importance des dégâts aux voiries, des chemins qui sont pourtant semi-perméables, bon, tout à fait, mais on peut se dire qu'avec des circonstances pareilles, il n'y a absolument rien qui peut empêcher les catastrophes. On est des humains, on a nos limites, et quand la nature se fâche, on est tout petit, on n'a rien à dire. Ce qu'il y a aussi, c'est que
la commune, enfin la région doit intervenir, doit prendre ses responsabilités, la commune aussi, mais aussi tous les particuliers. Il faut quand même que certains prennent conscience que laisser traîner des déchets de haies dans les fossés, ça peut avoir des conséquences importantes chez ses voisins. Que chacun peut, par des simples petits aménagements, se protéger, éviter des catastrophes chez lui. On ne peut pas compter uniquement sur les services publics pour se préserver de tout. On a chacun sa responsabilité. Merci. Voilà. Ben, merci bien. Et une bonne soirée à toutes et à tous. Et nous allons poursuivre par un huis clos. Merci.